Je m'engage au Zénith à créer un token. Mais à la fin, cette promesse allait se retourner contre moi. Tout peut disparaître en l'espace de quelques mois. Ce projet, ça allait être vraiment le projet qui aurait ruiné ma carrière. Salut Christopher. Mélie, salut, ça va? Bien toi? Ouais. Est-ce que tu as ton ticket? T'as besoin de ça, je pense? Ouais, c'est ça, merci. Ok. Allez, installe-toi dans le wagon infernal. Allez, je suis prêt à faire des sauts. C'est parti. Est-ce que justement tu aimes les roller coasters? Bah oui, sinon on n'est pas entrepreneur. Ouais. Si on n'aimait pas. Les vrais, hein, dans les manèges. Ah, les vrais? Ouais, j'aime bien. On en a fait avec ma copine. On était à Hong Kong dernièrement. On s'est bien marré. Ouais. On s'est bien marré, c'était cool. Bon, j'ai reçu ton dessin. Il est assez incroyable ce dessin parce que contrairement à tous les dessins que je reçois, tu as fait un dessin sur ton mur d'appartement. Ouais. Alors explique-moi comment tu t'es dit, tiens, je vais pas prendre une feuille, moi, je vais le faire sur le mur. Je donne la vraie version ou la version que les gens ont envie d'entendre? Honnêtement, je devais faire le dessin en fait dans l'avion en revenant de Bali. Et je l'ai dit, je prendrai ce temps-là dans l'avion. Et j'avais eu tellement de taf avec le Z Project qui arrivait, etc., que ça m'est sorti de la tête. Et je me suis réveillé peut-être 2 jours avant l'interview, donc déjà, mauvais élève, j'aurais dû te donner avant. J'avais des rendez-vous, j'ai dit à ma copine, je dis écoute, elle c'est une artiste, tu vois, elle adore. J'ai dit écoute, tu connais mon histoire, voilà les trucs, essaie de me sortir quelque chose. Au début, elle m'a fait un truc sur l'ordi qui avait rien à voir, mauvaise consigne. Et finalement, après, on s'est rejoints tous les deux, on a commencé à découper des trucs, etc. Et je suis rentré, elle les avait accrochés sur le mur parce qu'on n'avait pas de feuilles. Et donc, voilà. c'est un peu du profiling, quoi. C'est ça. Tu vas te tirer Elle des se câbles. débrouille, hein, c'est une artiste, donc elle trouve ce qu'elle a, elle a réussi. Et finalement, dans les magazines, je trouve qu'elle a réussi à trouver des petits articles qui étaient pas mal, tu vois, qui représentaient bien le moment. Super, donc Voilà. là, on a la vie de Christopher sur le mur. C'est quand même historique. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien de temps je vais le laisser, mais peut-être pour les prochains Airbnb, ils vont se marrer. Donc Christopher, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? En quelques mots, donc j'ai 33 ans et j'ai commencé ma carrière en gestion de patrimoine. J'ai travaillé plusieurs années dans ce métier. Je pense que ce qui me définit, c'est le voyage. Je suis un amoureux du voyage, je suis un amoureux du sport et j'ai voulu transmettre en fait à ces jeunes des notions d'éducation financière. Disons que j'ai compris quand j'étais enfant que gérer son argent, c'était important, de par ma famille qui n'en a pas eu et qui, je pense, ont dû avoir des disputes quand j'étais jeune, parce que dès l'âge de 10 ans, je leur expliquais comment gérer leur argent et je leur disais de ne pas m'acheter des jouets parce que je préférais qu'ils le gardent pour eux. Enfin, très tôt, j'ai eu cette notion-là. Donc ça m'a animé très jeune et je pense que ça a défini ma personnalité aujourd'hui parce que dès que j'ai pu, j'ai commencé à donner des conseils, la gestion de patrimoine, et puis ensuite j'ai créé des boîtes. J'ai créé plusieurs boîtes, toujours avec la même logique, démocratiser l'investissement, démocratiser la finance, démocratiser ce qui paraît chiant aux yeux du public, qui est pourtant vital, et le rendre accessible pour qu'ils puissent s'y intéresser, parce que sinon ils s'y intéressent que beaucoup trop tard. Alors on se met dans le wagon, t'es prêt? Accroche-toi. Allez, c'est parti. On se lance, on commence la vie du petit Christopher. Ça commence en HLM en 2012. Ouais, heureusement je suis pas né en 2012, mais je pense que c'est là que le début du roller coaster a démarré. Avant c'était à peu près plat. Effectivement, j'ai grandi dans un quartier HLM avec mes parents. On n'a manqué de rien, parce que mon père a beaucoup travaillé pour qu'on ait ce qu'il faut. Le peu d'argent qu'il avait, il nous amenait en voyage, parce qu'on n'avait pas de grosse voiture, on avait une chambre pour 2 avec mon frère, une petite chambre de 10 mètres carrés, on vivait dans des HLM, etc. Mais dès qu'il avait de l'argent, on partait en voyage. Donc ça, c'était une chance que j'ai eue, il m'a transmis ça. J'ai mes 2 parents, donc tout va bien, mais l'argent n'était pas forcément au rendez-vous. Et j'ai commencé à travailler jeune avec lui, même avant 2012, sur les chantiers. Mon père est artisan carreleur, donc il m'obligeait à aller bosser avec lui dès l'âge de 14 ans, sur les week-ends. Je faisais les joints dans les piscines, je portais les sacs de colle, de sable, etc. Donc, disons que ça m'a formé à la valeur de l'argent et ça m'a donné le goût du travail. Et de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, si tu veux, je suis dans une famille très artisan, très travailleur. 2012, je commence en gestion de patrimoine. Donc, j'ai une opportunité après mes études de bosser en gestion de patrimoine. J'étais en stage à ce moment-là dans l'automobile, je voulais bosser dans l'automobile. Et à la fin du stage, j'avais soit cette opportunité de gestion de patrimoine, soit de bosser dans l'automobile. Donc soit gestion de patrimoine indépendant, payé à la commission, un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais qui me plaisait de par le passé que je t'ai dit et le fait que j'aimais donner des conseils sur l'argent, etc. Soit bosser dans l'automobile, salaire fixe, créé par une concession dans laquelle j'étais en stage, donc sécurité. Là, début du roller coaster, je choisis l'indépendant. Forcément. Ma mère, fonctionnaire en mairie, ultra peureuse, ultra sécuritaire. Mon fils, t'es un malade, pourquoi tu prends pas le salariat? En plus, voiture de fonction, ticket resto, enfin la folie, tu vois, pour un fonctionnaire. Et là, déjà, je sens que j'ai ce côté indépendant qui me tiraille. Donc, je vais vers la gestion de patrimoine. Est-ce que tu es suivi à ce moment-là? Elle te suit quand même.
fait, elle n'avait pas le choix. Je fais ce que je veux. J'étais très vite indépendant. Mon père, ça a été toujours fait, vas-y mon fils, vas-y fonce, parce que lui, beaucoup de regrets dans sa vie, donc des choses qu'il aurait aimé faire qu'il n'a pas faites. Et ma mère, c'est la peur. C'est sécurité, vas-y, je te protège. Mère, pied noir, etc., d'origine italienne. Donc tu fais un peu le tableau, tu vois, très très mère poule. Mon père, heureusement, lui, il nous l'a lâché du lest. Donc je pars en gestion de patrimoine, je m'éclate, je bosse énormément. Et j'achète mon premier bien immobilier qui était en 2014. Donc là, on commence l'ascension. Jusque-là, bon, je commence à bosser, j'ai des hauts débats, surtout en gestion de patrimoine. Là, c'est pas la partie la plus intéressante, mais tu apprends à avoir des gens qui te disent non, tu apprends à faire 50 km de voiture chez un client qui ne répond pas, parce qu'au début, tu démarches, parce qu'il faut te faire connaître. On t'appelle, on te dit oui, après non, tu signes des contrats pendant 3 heures, tu rentres au bureau, finalement on te dit non, on annule. Enfin, le roller coaster émotionnel en gestion de patrimoine, un peu comme quand tu bosses dans l'immobilier en agent, il est costaud. Et donc j'apprends ça. Mais mental de sportif. Mental de sportif, mental de militaire, parce que je voulais rentrer dans l'armée avant, je continue, je fonce, mais c'était pas simple tous les jours, mais toujours plus simple que de bosser sur les chantiers avec mon père. Donc comme j'avais cette comparaison, pour moi faire ça c'était facile par rapport au chantier. Je continue, j'achète mon premier bien immobilier, c'était en 2015, c'est ça, à Budapest. Ça se passe plutôt bien, j'ai des... Donc tu arrives sur un marché, Budapest, enfin je veux dire... Ouais. Sans connaître le marché. Je vais faire assez court sur l'histoire. C'est pas là où il y a le plus de rebondissements, mais un pote à moi veut acheter là-bas. Un jour, il vient me voir, il me dit j'ai envie d'acheter là-bas. Je trouve l'idée cool. Je suis en gestion de patrimoine, donc j'analyse un peu la fiscalité, le marché, etc. Et je me dis bah vas-y, je vais venir aussi. Et donc je prends toute mon épargne et je le mets dans un appartement. C'était 20 000 € à peu près avec les travaux à ce moment-là, donc c'était toute mon épargne, pas donnée de mes parents, mais moi économisée pendant 1 an et demi. J'achète cet appart. Sans connaître le marché avant, sans connaître qui allait le gérer. Enfin, vraiment, je découvre ça. C'était même pas ma langue. Ça se passe bien. Quelques problèmes, mais grosso modo, ça se passe plutôt bien. Et je pense que le premier, on ne le voit pas ici sur le schéma, parce que je ne pense pas qu'il méritait une vraie baisse. On passera plus de temps sur l'autre qui était vraiment costaud. Et j'achète mon premier immeuble en France. Là, on est 1 an après le premier achat à Budapest. Donc, j'ai déjà acheté un bien à Budapest. J'achète mon premier immeuble à Béziers, sud de la France. Je rencontre un client un jour qui me parle de Béziers, je trouve l'idée intéressante, j'y vais. J'achète cet immeuble et en fait, donc je fais un crédit, je mets de l'apport dans le projet, etc. Donc c'est quasiment toute mon épargne aussi à ce moment-là. J'achète le bien et donc venu le moment de faire des travaux. Donc c'est un immeuble, une maison d'habitation, si tu veux, que je dois diviser en 4 appartements. J'attaque les travaux du premier appartement et je reçois un courrier de l'urbanisme, à peu près 3 semaines avant démarrer les travaux, me disant « Monsieur Wangen, on a vu que vous avez fait des travaux à telle adresse. Vous n'avez pas le droit puisque vous êtes en secteur sauvegardé. Et donc, tous travaux sont soumis à l'autorisation des architectes des bâtiments de France. » Ah ouais, donc blocage de projet. Voilà, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, secteur sauvegardé, en général vieille ville, très beaux monuments autour ou vieux monuments qu'il faut conserver. Architectes des bâtiments de France qui sont obligés d'être consultés avant de pouvoir toucher quoi que ce soit, souvent même en intérieur et en extérieur, enfin tous travaux. Et donc, ils me disent, voilà, vous avez 1 mois pour nous soumettre une autorisation préalable de travaux. Je fais un premier document. Il se passe 1 mois. Refus. Pardon, pas refus au début. Il se passe rien. Et en fait, quand tu remplis un dossier d'autorisation de préalable de travaux, on te dit que si tu as, je crois que là, c'était 45 jours, tu n'as pas de réponse, ça vaut pour un oui. 46e jour, yes, pendant ce temps, moi, j'ai les gouttes qui coulent, j'étais pas bien, parce que si je peux pas faire de travaux, je peux pas revendre, je peux pas diviser, je peux pas louer, je peux rien en faire. 46e jour, tout se passe bien, je réattaque mes travaux. À partir du 50-55e jour, je reçois un courrier me disant que c'est refusé. Là, je leur dis à l'urbaniste, je les appelle, je dis vous êtes gentils, mais vous êtes en retard. Ils disent non, mais de toute façon, en retard ou pas, votre projet, personne ne le veut à l'urbaniste, donc cherchez pas, on vous dit non. Je vais voir une avocate qui me dit alors oui, dans les faits, ils ont tort parce qu'ils sont en retard, mais ça reste l'urbanisme. Donc, si tu as envie de faire 3 ans de procédure pour peut-être ne pas avoir raison à la fin, payer les procédures et ne rien faire de ton bien pendant 3 ans, et te mettre toute l'administration de l'urbanisme de Béziers à dos, ce qui représente peut-être 1 ou 2 personnes, je te déconseille de le faire. Donc, plie-toi à ce qu'ils veulent, refais le document. Refais une autorisation préalable de travaux. Refus. Refais une 3e. Il se passe 5 mois. Dans ce temps, je paye mon crédit. Pas de loyer. Je ne peux pas faire les travaux, je ne peux rien faire. Enfin, je réussis à faire le dossier. Et à ce moment-là, au moment où je fais le dossier, je me rappelle qu'il y a une 2e embûche. Je ne me rappelle plus exactement du détail, mais je sais que je suis bloqué sur les travaux. Parce qu'en fait, le géomètre se rend compte qu'à l'époque, c'était une vieille maison d'habitation qui a plus de 100 ans, qui a été divisée, mais qui a été mal divisée, donc qui a été un peu en biais.
Ce qui fait qu'en fait, j'avais l'emprise foncière de mon appartement qui était, l'appartement qui était sur l'emprise foncière du voisin. Ouais, donc en fait, que des galères. Je ne pouvais pas faire de copropriété. C'est un peu technique, c'est juste pour dire que deuxième embûche. Essayer de joindre le voisin. Malheureusement, le voisin était handicapé mental. Donc passe par l'avocat. Jamais de réponse de l'avocat, lui, il n'a pas d'intérêt là-dedans. Repère 5-6 mois. La résilience. Voilà, premier bien, tout mon argent dedans, compliqué. Finalement, ça a été, je pense, un des biens les plus compliqués sur les 5 prochaines années et donc les peut-être 10 millions d'euros que j'ai investis suivant. Ensuite, donc ça a été le plus dur finalement qui a été au début. Et, qui t'a forgé finalement. Ouais, qui a forgé, parce que le reste paraissait plutôt facile. Puis bon, après, il y a eu plein d'embûches dans les biens immobiliers. Bon, je pense pas suffisamment importantes pour avoir un vrai roller coaster, mais il y en a eu quand même pas mal. Ouais. Donc là, c'est la croissance après. Donc c'était ton premier bien, donc tu t'es dit, bon, tu t'es acharné dessus. Et finalement, ça a été quand même le déclencheur de toute la suite. Et ça a été pour toi vraiment l'étincelle. Et tu t'es pas dit, bon, c'est pas pour moi. Non, tu t'es dit, on y va à fond. Non, je me suis pas dit, c'est pas pour moi, parce que je voyais le premier à Budapest qui cartonnait. Je rencontrais des clients et des gens qui gagnaient de l'argent dans l'immobilier. Et moi, je viens de l'artisan, tu vois. Donc nous, on touche la terre. Nous, il faut que ça soit qu'on le voit. Et donc, on a un goût pour l'immobilier. Même si mon père l'a pas fait par peur, par manque d'argent, etc. J'avais un goût pour ça. Donc, pour moi, c'était un moyen de me libérer. Et mon plan était tout fait dans la tête. C'était mon moyen pour voyager et d'aider mes parents. Donc, en fait, j'avais pas 50 moyens. Bosser dans mon taf, j'allais bien gagner ma vie, mais pas suffisamment pour faire ce que je voulais faire. Donc, j'avais pas d'option B. Ça, c'est une chance, en fait. Quand tu as un projet, donc si je peux dire à un entrepreneur, c'est la meilleure chance, c'est quand on est dos au mur et qu'on n'a pas d'autres possibilités. Donc c'est ça qui m'a permis de continuer. Ensuite, je continue à acheter des biens. Finalement, quelques années après, 3 ans après, ce fameux bien où j'ai eu tous ces problèmes, je le revends avec un peu plus de 20 000 euros de plus-value sur un bien qui m'a coûté 120 000 euros, donc c'était quand même correct à ce moment-là. Et tout confondu, il m'a rapporté 45 000 euros net à peu près, entre les loyers que j'ai encaissés, l'amortissement du capital que j'ai fait, donc les crédits que j'ai remboursés, et la plus-value. Donc là, finalement, voilà, tu te crées un capital. Des galères, mais j'ai quand même gagné ce qui était l'équivalent d'1 an et demi de salaire net à ce moment-là. Donc, pas hyper rentable à ce moment-là, mais ça commençait à l'être. Et les biens suivants étaient du coup beaucoup plus rentables parce que j'étais entraîné. Je savais ce que c'était un urbanisme, je savais ce que c'était un des architectes des bâtiments de France. Je prenais des architectes maintenant pour travailler, donc je commençais à devenir plus expérimenté. Ensuite, je crée ma première boîte en 2017, une boîte d'éducation, pour justement transmettre ces informations-là sur l'éducation financière, l'immobilier, etc. Et en parallèle, je fais un tour du monde. Donc, j'ai eu des galères, mais pas très importantes, je vais dire, de 2017 à 2021-2022. Ouais, c'était plutôt linéaire, c'était une ascension. Il y avait une très forte ascension. Tu vivais ton rêve de voyager, en même temps, tu as réussi à combler un petit peu tout ce que tu avais rêvé d'avoir quand tu étais jeune, finalement. Tout ce que j'ai rêvé, j'ai acheté un appartement à mes parents, j'ai acheté une voiture, j'ai aidé mon frère à faire des études, je me suis porté caution pour lui pour qu'il achète un appartement, enfin... Tout ce que je voulais faire et toutes les croix, je les ai cochées. J'ai fait un tour du monde, j'ai fait 50 pays, j'ai investi à l'étranger. Donc l'ascension était tellement importante que quand tu as des galères, elles sont avalées par la croissance. Puis au bout d'un moment, tu deviens plus mature et puis tu stagnes. Hein. Tu ne peux pas faire x6 de chiffre d'affaires toutes les années, c'est pas possible. Donc à un moment donné, on arrive au zénith. Donc le zénith, ça a été, je pense, le point culminant à ce moment-là. Ça a été 4200 personnes que j'ai réunies donc, au zénith de Paris pour parler d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, de fiscalité, etc. Ça a été le plus gros séminaire pour particuliers sur l'investissement qui a été organisé dans l'Europe. C'était un événement qui était exceptionnel, qu'on a organisé dans mon équipe. On n'avait jamais organisé des événements comme ça. Et donc, ce qui se passe à cet événement, la veille, pour expliquer, en fait, cet événement, je l'ai formé sous forme de pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on a recréé la vie d'un investisseur, du début, quand il galère, qu'il a peur, etc., jusqu'à la fin, quand il transmet son patrimoine. Et tous les professionnels, des vrais professionnels de l'IMO, du droit, du chiffre, etc., étaient présents et représentaient les acteurs. Donc c'était des vrais professionnels. Donc on a pris un coach de théâtre pendant 3 jours pour nous préparer avant le séminaire. On est la veille du séminaire, donc on attend 4200 personnes le lendemain. 17h, je termine la journée théâtre, j'allume mon téléphone et je vois 35 appels en absence de Serena, mon organisatrice. Je me dis, un truc qui se passe. Je la rappelle, elle est en pleurs. Elle me dit, Chris, la salle Gaveau qu'on a, donc pas le samedi, jour du Zénith, le lendemain, on avait 700 personnes, donc les VIP à accueillir à salle Gaveau à Paris. C'était pas salle Gaveau, c'était une autre salle, pardon. On n'a plus le lieu. Donc on a 800 personnes dans le vide, on ne sait pas où les accueillir, à moins de 48 heures de l'événement. Petit coup de stress.
En fait, on avait une salle qui était ouverte au public ce jour-là, qui ne pouvait pas être privatisée, sauf que ça faisait plus d'1 an qu'on était en discussion avec cette salle, donc c'était signé, c'était payé, donc ils n'ont pas vu, par hasard, que ce jour-là, c'était férié pour le privé et que c'était un événement public. On a dû trouver notre salle, qui a été la salle Gaveau, du coup, en moins de 24 heures, et on a réussi à trouver la salle Gaveau. On a mis 800 personnes à l'intérieur, c'était magnifique, on a fait notre séminaire et les gens n'ont rien vu. Mis à part le fait que j'ai démarré mon séminaire du Zénith en parlant de cette anecdote et en parlant du fait de rebondir quand tu avais des problèmes. Donc là, quand tu constitues tous ces projets-là, tu le fais tout seul? J'ai une équipe qui m'aide énormément, évidemment, mais quand je démarre en 2017, je suis seul, puis une personne, 2 personnes, 3 personnes. En 2022, on était à peu près une quinzaine de personnes dans le groupe, et aujourd'hui, on est une trentaine. D'accord, et donc Voilà. tu t'es formé sur ça, parce que finalement, toi, tu viens du terrain, de la terre, Ouais. et quand même, il y a toutes ces notions de fiscalité, tu as tout appris par toi-même, tu t'es documenté, comment t'en arrives Alors, là? sur tout ce qui est l'aspect immobilier pur, j'ai fait 5 ans de gestion de patrimoine, donc j'ai été agréé ORIAS, IOBSP, CIF par expérience, donc c'est tous des agréments qui sont spécifiques à la gestion de patrimoine. Donc évidemment, j'étais formé à la fiscalité, aux droits liés à la fiscalité, aux assurances, etc. Donc je connaissais un peu, mais je ne savais pas du tout comment investir de manière rentable. Ça, on ne te l'apprend pas. Voilà, on t'apprend à faire des défisques, etc. On ne t'apprend pas ça. Ça, je l'ai appris par le terrain, je l'ai appris en faisant Budapest et en commençant à me rendre compte que, tiens, il y a d'autres choses que les biens immobiliers qu'on voit sur la Côte d'Azur, parce que je viens de là. Donc je me suis formé un peu tout seul, un peu avec des bouquins, un peu avec ce que j'ai appris, avec des professionnels et avec mes formations en gestion de patrimoine. Et puis après, c'est l'expérience qui a continué au fur et à mesure. Par contre, organiser un événement sur le terrain. On a commencé en 2017, fin 2017, on a fait 80 personnes à Nice, c'était le premier événement. 2018, 200 personnes à Lyon. 2019, 600 personnes au Palais de la Bourse à Bordeaux. Et 2022, qui était en 2021, mais à cause du Covid, on a changé 3 fois la date. Roller coaster sympa, ça aussi. Change la date, alors que les gens ont payé, etc. Et donc nous, on engageait des frais. Sympa aussi cette période. Et 4600 personnes au Zénith, donc ça a été très, très fulgurant. Et donc voilà, ce petit ascenseur émotionnel Zénith, la veille avec cette salle qu'on n'a pas. Et finalement, ça, c'est cette volonté de l'événementiel, c'est ta volonté aussi de transmettre, c'est ça, Ouais. globalement, de connaître, enfin ton savoir, tu veux le partager aux autres pour que eux-mêmes puissent réussir à faire comme toi. Exactement. Être un modèle, un exemple. Bah, modèle, je ne vais pas dire que je suis un modèle, il y a des gens qui ont fait bien mieux que moi, bien plus vite, etc. Mais à mon échelle, ce que j'ai pu faire, surtout avec les billes que j'avais au départ, c'est-à-dire rien, que ce soit en termes de connaissances, de psychologie et vraiment rien d'où je viens, oui, ça peut être un exemple pour des personnes qui viennent de là où je viens. Et c'est le message que je veux porter aussi. Là, les événements, bah, moi, ça me plaît. Je suis quelqu'un de contact, j'aime bien les gens. En gestion de patrimoine, ce que j'adorais, c'était les histoires des gens, aller chez les gens, discuter avec eux, les conseiller. Donc au début, ma première année, je démarrais en salle d'hôtel. Je faisais des salles, 10, 15 personnes. Puis après, j'avais tellement de demandes que j'ai commencé à passer en ligne. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de la tech à la base. Je ne suis pas outil informatique, ce n'est pas mon truc, je ne suis pas réseaux sociaux de base. Donc j'ai appris à le faire par mon business. Tu as appris parce que maintenant... Ouais, j'ai appris, bah oui, j'ai appris. Et j'aime bien apprendre, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment le contact et les conférences. Et donc, quand j'ai fait le Zénith, c'est une adrénaline qui est incroyable. Là, c'est vraiment, je pense, ça a été le point culminant parce que pendant plusieurs jours derrière, tu voles. Et là, je me dis, ok, je comprends les rockstars, les mecs qui font de la musique et tout. Enfin, pour moi, ça me paraissait délirant parce que je me dis, moi, je suis personne, quoi. J'ai juste acheté des biens immobiliers, j'ai fait des vidéos sur YouTube et je partage aux gens ce que je sais. Voilà, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Mais quelque part, sans t'en rendre compte, ça a de l'impact sur les gens. Et sans m'en rendre compte, c'est quand les gens, tu les vois et qu'ils se disent, bah, j'ai acheté 10 biens immobiliers, et puis de là, j'ai réussi à faire ça, puis j'ai quitté mon taf, et maintenant, j'ai fait un voyage, et puis j'ai sécurisé ma femme, j'ai fait ça pour mes enfants, et là, ah ouais, donc juste avec des vidéos YouTube, ça permet ça. Tu as eu un impact réel. Et donc, ça te porte aussi, tu vois, et la gratification des gens, et tout, t'es très content. Gratification, je crois qu'en français, tu le dis pas, hein, c'est gratification, ok. Je passe beaucoup de temps à l'étranger, ouais, gratitude, tu vois, des gens, la reconnaissance des gens. Ouais, voilà. Le mec, je déteste en plus gens qui font ça, mais par réflexe, je viens de 2 mois de Bali, excusez-moi, tu vois. Donc Zénith, t'es porté par une énergie, t'as une adrénaline, c'est un événement qui est incroyable. Enfin, tu vis un rêve, hein, vraiment, c'est incroyable. Et donc, cette grosse descente... Ah, là, on la voit sur le mur. Elle était costaud. Je pense que c'était un des rares moments qui a duré plusieurs mois, où j'avais un stress, où même le fait de faire du sport ne nettoyait pas ce stress-là. Où j'avais des problèmes pour dormir, alors que j'ai aucun problème pour dormir, et ça se passe bien. Là, j'avais du mal à dormir, et c'était compliqué. Je m'engage au Zénith à créer un token. Donc un token, pour que ceux qui ne connaissent pas, donc, on est dans le domaine du Web3, donc des crypto-monnaies. C'est un jeton numérique, tout simplement. Ce jeton numérique, je voulais l'adosser aux bénéfices de mon groupe. Tout simplement, des centaines et des milliers de gens, depuis que je fais ces vidéos sur YouTube, ces formations, etc., me demandaient d'investir avec moi.
ils me voient faire des investissements, 1, 2, 3, 4. Ils voient que même si j'ai des emmerdes, globalement, ça se passe bien et que je sais générer de l'argent avec des biens. Et donc, ils se disent, on veut faire des opérations avec toi. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible, contraignant juridiquement, etc. Le but du token, c'était tout simplement de dire, quand je gagne, tu gagnes. C'était le slogan qu'on avait mis. C'est pas trop mal comme slogan. C'est pas trop mal. Bon, c'est-à-dire quand je perds, tu perds aussi, hein, tu vois. Mais on sécurisait le truc pour que même en cas de perte, ils soient quand même protégés. Je gagne, tu gagnes, ça veut dire quoi? Ils sont incentivés sur mon groupe, c'est-à-dire comme s'ils avaient une action de mon groupe, avec des contraintes en moins par rapport aux actions, mais ils avaient un token qui leur donnait le droit à un pourcentage des dividendes de mon groupe. Voilà, donc ça c'était la promesse. Donc mon groupe, il y a plein d'entreprises qui sont en croissance. On a des biens immobiliers, on a des projets des fois qui se passent moins bien, mais des fois qui se passent bien. Mais globalement, on est une entreprise qui est en croissance et on fait du chiffre. Donc le but, c'était qu'ils soient incentivés à ça, qu'ils se sentent responsables de ma croissance, qu'ils nous aident aussi à croître parce que j'ai plus de 21, 22 000 clients aujourd'hui qui ont fait des formations, des conférences, etc. 650 000 personnes sur les réseaux sociaux. Je me dis, si ils ont un intérêt financier à ce que nous, on décolle, bah, ils vont décoller avec nous. Donc ça, c'était la promesse. Et ça me permettait aussi de repartager les bénéfices parce que c'était aussi grâce à eux que j'en étais là, donc je voulais aussi repartager. Promesse devant 4200 personnes, plus 1000 personnes en streaming, le jour du Zénith. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand il promet quelque chose, il fait tout pour le faire. C'est quelque chose que je déteste autrement. Et quitte à m'apporter des emmerdes, et c'est ce que j'ai failli avoir à cause de ce token, je vais au bout du projet. Et ça m'a porté préjudice. On met quasiment 1 an à porter ce projet, jusqu'en 2023. On crée un token. Il faut savoir qu'en France, juridiquement et fiscalement, ce n'était pas assez encadré pour pouvoir faire ce token. On avait le droit de le faire, mais dans les faits, toutes les conséquences juridiques et fiscales n'étaient pas bien bordées. Donc je prends un cabinet d'avocats, qui est le meilleur cabinet d'avocats ici. Je prends des ingénieurs en token économique, c'est-à-dire en création de tokens, et c'est là que mes compétences techniques s'arrêtent parce que je l'ai délégué à d'autres cabinets. Et donc, on crée ce projet pendant plusieurs mois. Ça me coûte grosso modo 200 000 €. Avocat, ingénieur pour faire ça, communication. Je fais un tour de France, je vais rencontrer plus de 3000 personnes en septembre, où j'organise des soirées avec 200-300 personnes dans une dizaine de villes en France pour leur expliquer le projet, etc., etc. Tout ça, ça a un coût, ça a du temps. Et donc, après avoir travaillé plus de 4 mois dans le projet et m'être engagé auprès de tout le monde, au séminaire, réseaux sociaux, etc., j'apprends 3 semaines avant le Tour de France, donc on a fait le marketing, les frais, etc. Tout est prêt, quoi. Que, pour faire simple et pas embrouiller les gens avec du juridique, que ce que je veux faire, c'est pas possible. Ah, formidable. Tu reviens un peu le premier projet de ton appartement immobilier. Exactement. Sauf que le premier projet, j'ai pas essayé de comprendre si c'était possible ou pas. Le notaire m'en a pas parlé, il aurait dû, mais j'ai pas essayé de prendre un avocat, un architecte. Là, oui. Mais comme on est sur quelque chose de tellement innovant, et c'est le risque de faire de l'innovation, il y a des moments où on arrive, le marché est prêt, et il y a des moments où on arrive, le marché n'est pas prêt. Peut-être qu'à 2 ans près, il aurait été prêt. Là, j'étais peut-être trop tôt. Donc, on apprend que c'est pas possible. Mais moi, je suis engagé et t'as communiqué. J'ai communiqué. Je refuse de dire non, on n'y va pas. Donc, on continue. Et j'apprends qu'en fait, je vais payer de l'impôt sur les sociétés, sur de l'argent que je ne vais pas rentrer en chiffre d'affaires. C'est l'argent que je vais lever. En gros, on va proposer un token. On va prendre peut-être 10 millions d'euros. C'est comme si on allait faire une levée. Et sur ces 10 millions d'euros-là, on va verser des bénéfices qui vont être entre 1 et 2 millions d'euros par an pour que les gens aient entre 10 et 15% de rendement la première année, puis les années suivantes en fonction de l'évolution. Donc, ce n'est pas de l'argent du chiffre d'affaires. Ouais. J'apprends que je vais payer de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et de la flat tax si je veux sortir l'argent. Et donc, comme on a un schéma de structure, il faut sortir l'argent, etc. Donc, grosso modo, il y a la moitié de la levée qui sort. Donc, si je veux donner 10 à 15% de rendement aux gens, il faut que je fasse, moi, 2 fois plus de bénéfices que ce qui est prévu pour verser le même rendement, puisqu'il y a la moitié qui part en impôt. Je fais un schéma très simple. Hein. Bien sûr. C'est ce que j'apprends 3 semaines avant le Tour de France. On y va quand même. On essaie de se border, on apprend, on fait valider des choses par l'AMF, Autorité des marchés financiers. 3 jours avant le Tour de France, le slogan « Je gagne, tu gagnes », j'apprends que je ne peux pas le dire. Ah bon? Juridiquement, ça ne marche pas. Parce que l'AMF, parce que ci, parce que là, parce que plein de raisons. Jeu d'argent, jeu d'argent, positif. C'est pas ça. C'était en fait une promesse qui était compliquée et je ne saurais plus te dire exactement pour quelle raison. Et c'était des trucs juridiques comme ça. Et je pense que même, je risque de dire des conneries parce qu'à l'époque, il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire non plus vis-à-vis des avocats, etc. Juste, je ne peux pas le dire. Alors qu'on a tout préparé pour, on a les banderoles, on a les trucs marketing, on a déjà communiqué, on a déjà fait de la pub, tout est prêt. 2 jours avant, les avocats, etc., ils bordent tout, on arrive. On fait notre Tour de France. Et là, à chaque Tour de France, les avocats regardaient. Chaque soirée, j'avais le droit à un briefing derrière. Donc, on avait un bus pour faire chaque ville. Le lendemain, on avait des débriefings de 4 heures dans le bus.
Ok, ça, t'as pas le droit de dire. Ça, comme ça, tu peux pas dire. Ça, tu peux dire. Ça, tu peux pas dire. Ça a changé. Finalement, on a vérifié, c'est pas comme ça. C'est presque une campagne politique que tu es parti faire. C'est ce que j'ai appris à ce moment-là. C'est que j'ai appris ce que c'est d'être briefé, d'avoir ton discours qui est bridé par du juridique, par du politique quelque part, parce que c'est ça, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux le dire, etc. Et c'est la première fois que j'étais confronté à ça. Et on avait des discussions le matin d'entreprises qui dépassaient le stade de mon entreprise, qui étaient sur des levées de fonds, des structurations, etc. Donc c'est un domaine que j'ai appris, que j'ai découvert, qui était super intéressant, qui était très chiant aussi. Parce que moi j'aime bien dire ce que je pense, comme j'en ai envie. Et là, à chaque fois, j'étais bordé. Ouais, tu te sentais bridé un peu de ta liberté d'expression, finalement. Ouais. On finit le Tour de France, tant bien que mal. On arrive à border tout ce qu'on peut border, un peu sur des œufs. Et puis finalement, on continue. Et il s'est passé un mois après où chaque semaine, j'apprenais des nouvelles de pire en pire. Parce que quand tu penses que tu as bordé quelque chose, il y a 10 autres problèmes qui arrivent. Et à la fin, la conclusion, en fait, mes avocats et mon expert comptable, pendant 2 mois, de septembre à novembre, ont essayé de me convaincre de ne pas le faire. Et je m'entêtais. Je voyais que j'allais perdre de l'argent. En fait, ce projet, ça allait être vraiment, je pense, si je l'avais fait, le projet qui aurait ruiné ma carrière. Sur une décision. Parce que quand les gens gagnent de l'argent, ça va. Mais dès qu'ils n'en gagnent pas, ils te lapident. Ah, c'est l'image, le vol. Ils peuvent gagner, ils peuvent perdre 1% de moins que ce qui était prévu, ils te démontent. Et je l'ai connu en gestion de patrimoine. Les gens gagnent plus que ce qui était prévu, ils t'appellent pas. Quand ils perdent, ils t'appellent de suite et ils te harcèlent. Et j'aurais dû m'en douter avant, mais j'étais tellement dans le truc que j'y ai pas pensé. Et donc après, tous les risques juridiques, etc., qui étaient pris, faisaient que si il y avait des contrôles, etc., qui retombaient sur moi parce qu'on était dans quelque chose où on se lançait vraiment à l'aveugle, et même si tu voulais border tout ce que tu veux, tu es obligé de prendre un risque. Et je me suis aussi rendu compte de ça, c'est quand tu es dans l'innovation, à un moment donné, tu as des décisions, et moi je leur disais, je veux prendre la solution la plus sécuritaire possible. La plus sécuritaire, elle peut te coûter 500 000 €. Ok, et la moins, 1,5 million. Choisis. Et en fait, c'était pas mon argent, c'était l'argent des gens. Donc, je voulais le faire. Et à un moment donné, je me suis dit, j'étais prêt à mettre de l'argent de ma poche en cas de perte pour pouvoir sécuriser ça et que les gens puissent le faire parce que je leur avais promis. Quoi qu'il en coûte. Ouais, non mais c'est vraiment ça. Et à la fin, je m'entêtais et j'étais tellement... À la fin, ça devenait délirant parce que la seule chose qui me drivait, c'était d'avoir fait cette promesse. Mais à la fin, cette promesse allait se retourner contre moi. Et c'est 5-6 années incroyables de croissance, de confiance que tu apportes aux gens de ce que tu fais. Peut disparaître en l'espace de quelques mois. Donc rien n'est alors que tu as voulu bien faire parce que finalement, dans cette levée, j'allais pas gagner d'argent parce qu'avec ces risques à couvrir, ça me coûtait tellement beaucoup plus que prévu que j'allais pas en gagner. Et donc à la fin, je me suis rendu compte que ça allait être risqué pour moi, risqué pour les gens par conséquent. Et donc je dis je peux pas prendre ce risque-là, donc j'ai annoncé que j'allais pas le faire et ça m'a fait très mal. À l'ego ? C'est pas à l'ego, alors il y a un peu à l'ego, mais j'ai déjà fait des projets qui se portent pas bien, mais quand c'est entre moi et moi-même, ça va. Mon ego, je m'en fous, je le mets de côté, j'en fais autre chose. Non, là, c'est vraiment le fait de... T'as l'impression de passer pour un con, en fait. T'as l'impression d'avoir fait une promesse dans le vent que tu pouvais pas tenir. Et que tu n'arrives pas forcément en plus à expliquer aux gens. Tu peux pas... C'est qu'à ce moment-là, je me rappelle, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui a dû passer par tous les avocats. J'ai pas pu dire pour toutes les raisons pour lesquelles... même là, je peux pas tout dire. Et en plus, ça fait plus d'1 an et demi, je t'avoue que je me rappelle plus de tout. Et heureusement, mieux vaut que je me rappelle pas, sinon je vais dire une connerie. Le cerveau fait exprès. Et dans 3 semaines, les avocats, quand c'est sorti, ils vont me rappeler. Je le sais très bien. Mais je pouvais pas tout dire et tout expliquer, mais je l'ai expliqué comme j'ai pu l'expliquer. Et finalement, la majorité des gens se sont dit que... moi, je me rappelle des commentaires, ils étaient super enjoués, ils étaient super contents. Ils m'ont dit bravo ton honnêteté, parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas eu l'honnêteté de le dire, et c'est vrai. Et moi, je pense que c'est une force, c'est que je dis les choses telles qu'elles sont. Et mis à part le juridique, ça, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, j'ai dit les choses et j'ai dit voilà, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, le gouvernement n'est pas prêt, la fiscalité n'est pas prêt, et je vais vous embarquer dans quelque chose qui me dépasse et qui va vous mettre en danger et qui va se retourner contre moi et contre vous, donc je ne veux pas prendre ce risque-là. Mais ça m'a fait mal quand même. Donc là, des nuits à pas dormir, des complications, de l'argent que j'ai perdu, beaucoup d'argent, 200 000 €. À un moment, c'était compliqué aussi de l'avoir parce qu'on avait d'autres investissements, on avait beaucoup d'investissements dans le groupe, donc ça m'a manqué cet argent-là. Voilà. Donc là, c'était un moment un peu à plat. Ouais, c'était chaud et je me suis pas dit j'ai envie d'arrêter, etc. Mais ça m'a vidé quand même. Ouais. Ça m'a vidé et je faisais beaucoup de sport, heureusement, mais c'était des moments où même en faisant du sport, j'arrivais pas à vider ma tête de ça. Donc ça a été 6 mois compliqués. Et de là, tu es remonté après sur de nouveaux projets? Ouais, je pense que j'ai eu fin décembre, je pense que je repars, c'était même début 2023, ouais, là on est en début 2023, fin 2022, début 2023.
Je pars au Mexique, etc. Je me change un peu les idées, ça va mieux. Et puis, bon, bah, on va rester sur ça. On va pas rester sur ça. Donc, à ce moment-là, on commence à penser à, alors, peut-être pas là, mais vers milieu 2023, on commence à penser à un autre projet. Et donc, il se passe plus d'1 an. On réfléchit à ce fameux projet. Quel The Project. Alors, entre-temps, il y a eu d'autres choses, le développement du groupe, on a développé d'autres boîtes. Pardon, il s'est passé quand même pas mal de choses entre-temps. Mais le The Project, c'est, je pense, l'événement culminant qu'on va faire, qui, voilà, le Zénith me manquait beaucoup. Et là, la chance que j'ai, c'est de pouvoir l'organiser avec M6 Unlimited, d'avoir comme partenaire RTL et Fun Radio, donc c'est des très très gros partenaires, et d'avoir un groupe comme M6 qui t'accompagne sur la création d'un projet comme ça. En fait, c'est moi qui ai le projet, qui en suis le fondateur, mais c'est eux qui sont les organisateurs. C'est dingue, c'est la première fois qu'on voit un entrepreneur qui est mon échelle, qui puisse l'organiser avec des partenaires comme ça. Donc voilà, ce qu'on peut faire du coup en termes de projet, d'événements, la taille qu'on peut avoir, la médiatisation qu'il va avoir, ça dépasse tout ce qui a été fait aujourd'hui en France. Et donc du coup, c'est un projet qui est hyper sympa. On a des emmerdes aussi. Voilà, j'en viens, j'ai eu des tournages, on a des blocages juridiques, ça fait partie du jeu. Là, j'apprends d'autres choses juridiques parce qu'on est avec une chaîne télé, avec M6 Unlimited, avec des partenaires médiatiques. Donc là, tu apprends aussi juridique, tu apprends à travailler avec des mastodontes, ok. Donc c'est intéressant, c'est super intéressant, et tu apprends de nouvelles choses. En permanence. Et c'est ça, être entrepreneur, tu apprends des nouvelles choses, et c'est cool, et c'est un truc qui me passionne, surtout que ce The Project, c'est quelque chose qui me ressemble à fond. On va pour la première fois mélanger des conférences entrepreneuriales avec des entrepreneurs, des investisseurs, des artistes, des sportifs de haut niveau, avec le soir un vrai festival de musique. Le tout dans un décor qui est très exotique, qui va... c'est Bali que tu ramènes à la maison. C'est Bali, c'est Mexique, c'est Marrakech, c'est l'Arabie Saoudite. On a vraiment fait un décor de cinéma à l'intérieur qui va faire voyager les gens pendant une journée, une soirée. Donc c'est un décor de malade. Donc c'est cool, et je suis en plein dedans. Et voilà, et donc c'est un projet qui est super enrichissant à faire. Bon, merci infiniment Christopher d'être venu dans le roller coaster. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon, j'espère que j'ai pu te dire ce que tu voulais entendre. C'est bien, ouais. Tu nous as tous inspirés. Et c'est derrière tout ça, il y a du travail, de la rigueur, de la résilience, de la détermination. Un entrepreneur, quoi. C'est ça. J'espère que ça a pu aider d'autres personnes, avec plaisir. Je t'invite à signer ton ticket. Ouais. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le liker, le partager. Et on se retrouve dans le prochain. À bientôt.